Bien le bonjour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de fossilisation. Oui, en effet, c'est dans le titre. Quand on parle de fossiles, on pense souvent à des dinosaures pétrifiés, figés dans la pierre depuis des millions d'années. Et vous avez raison. Mais savez-vous comment se forme un fossile? Quel processus chimique transforme un corps en roche? On a le droit de se poser la question. C'est ce qu'on va venir explorer aujourd'hui. La fossilisation est un phénomène très rare, car elle implique des conditions particulières. On estime à seulement 1% d'espèces disparues qui ont été fossilisées. C'est très peu. Il existe plusieurs types de fossilisation. On a le moulage de l'organisme ou de l'empreinte, l'inclusion dans l'ambre, la momification dans la glace, piégé dans des cendres volcaniques. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la pétrification. Bon, imaginons un poisson meurt et tombe au fond d'un lac. C'est très triste, je sais. Mais pour qu'il devienne fossile, il doit être rapidement enseveli sous ce qu'on va appeler des sédiments, comme du sable, de la boue ou du calcaire, qui le protégera de la décomposition, des charognards et de l'oxygène. Car oui, l'oxygène est un facteur pour le développement des décomposeurs. Pour parler simplement, des bactéries qui font venir grignoter l'organisme pour le faire disparaître. Une fois le corps enseveli, un procédé chimique se met en marche. L'eau va venir s'infiltrer dans les sédiments, souvent riches en minéraux, tels que le silicate, les carbonates, les phosphates et les sulfates. En les traversant, l'eau va venir récupérer ces minéraux à son passage, qui seront dissous et déposés à l'intérieur des cavités que compte l'organisme et ses alentours, qui, avec le temps, va précipiter, donc changer d'état, passer de l'état liquide à l'état solide. Ça aura pour effet, dans certains cas, de cristalliser, de remplacer moléculairement l'organisme, c'est-à-dire que ce n'est plus que de la roche avec la forme de ce qu'il y a été, et de fusionner avec les éléments autour. Le processus de fossilisation est très lent. Ce sont des milliers et des millions d'années. Difficile de s'en rendre compte. Mais merci le chat. Dis bonjour aux gens. Dis bonjour aux gens. Afin de le transformer. Toi, tu te fais pas chier, toi. Bon, continuons. Aucun respect. Vas-y, fais ta toilette, y'a pas de souci. On peut observer un stade intermédiaire pour les fossiles récents, qu'on appellera préminéralisation. La composition du sol peut aussi pigmenter le fossile, c'est-à-dire le faire changer de couleur. Tout comme la température et la compression jouent un rôle important dans la rapidité de la précipitation minérale. Moins il y a de cavités à remplir, moins il y a de trous à combler. Donc, la précipitation est plus rapide. Et hop, petite transition pour vous préciser les différents types de fossilisation. Je vous ai parlé des sédiments meubles qui se transforment après un long processus en roche solide. C'est ce qu'on va appeler la diagénèse. Elle débute après la sédimentation lorsque les sédiments sont enfouis sous d'autres couches et subissent des modifications sous l'effet de la pression, de la température et du fluide circulant, en l'occurrence l'eau. C'est au cours de cette transformation lente que des fossiles se cimentent à la roche environnante et seront préservés dans ce qu'on va appeler des gangues. C'est simplement le bloc rocheux qui entoure les fossiles, comme ici. On a donc des coquilles fossilisées dans un gangue de type calcaire, qui provient de la calcite, tout comme la craie ou le marbre. Maintenant, passons à l'empreinte. Ici, un dinosaure. Plus particulièrement, le Gralator de la période jurassique est formé quand un animal marche sur un sol meuble qui ensuite est enseveli rapidement par les sédiments au fil des millions d'années. Ça peut former deux couches, une inférieure qui laissera l'empreinte creusée et l'autre par-dessus. Donc la couche supérieure qui aura enseveli l'empreinte et créera une forme en relief. Il arrive que les paléontologues trouvent des sites tellement bien conservés qu'on peut y retrouver des traînées de traces de pas qui nous informent d'une formation en troupeau, de la taille qu'ils pouvaient avoir et aussi de leur poids.
Ici, nous avons un fossile de trilobite du Maroc dévonien. C'est l'un des fossiles avec le plus de détails et parmi les mieux conservés. C'est dû à un enfouissement très rapide par les sédiments très fins et un environnement très pauvre en oxygène. C'est ce qu'on va appeler un milieu anoxique, qui aura pour effet une meilleure conservation. Ici, la couleur noire, c'est de la calcite noire, et donc un carbonate si vous avez bien suivi. À ne pas confondre avec une carbonisation qui est la teinte noire par dégradation qui laisse derrière elle du carbone, un peu comme du charbon ou de la suie. Vous voyez ici sur cette image un exemple. Voilà. On passe à un tibia du genre Echius qui a été retrouvé au fond de l'océan, proche d'une zone de pergélisol ou permafrost, comme vous préférez l'appeler, dans un environnement froid et stable qui a ralenti sa dégradation, puis a été fossilisé par les sédiments sous-marins. Pourquoi trouve-t-on des fossiles du Pléistocène, période pourtant assez proche de la nôtre, au fond de l'océan, alors que ces animaux vivaient sur la terre ferme? Eh bien, à la dernière période glaciaire, le niveau de la mer était bien plus bas qu'aujourd'hui. Mais ces plaines grouillantes de vie ont été submergées par la fonte des glaces et englouties sous la mer. Certains animaux peuvent encore être retrouvés congelés, parfaitement conservés dans le sol gelé restant du pergélisol, parfois entiers avec la peau, la fourrure et même encore les organes. Ensuite, nous avons cette dent que j'ai trouvée et dont je n'ai pas encore trouvé l'espèce. D'ailleurs, si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. Eh bien, elle est préminéralisée. Elle ressemble encore à une dent classique, comme si elle n'était pas fossilisée, mais elle s'est minéralisée intérieurement. C'est le stade intermédiaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et nous passons à ma partie préférée, je pense, l'ambre. Alors ça aussi, l'ambre, c'est très spécial, c'est exceptionnel. Tac, tac. Merde. Voilà, avec mon Nikon. Oh. J'ai l'impression que c'est inversé à chaque fois. Il suffira d'une étincelle. Bouge pas. Contrairement à ce qu'on peut croire, l'ambre n'est pas minérale. Ce n'est pas de la roche à proprement parler, bien qu'elle puisse être minéralisée autour sur les millions d'années comme celle-ci. Il s'agit de résultats de polymérisation de résidus végétaux résineux. Je m'explique. L'arbre blessé dégage de la sève qui piège sur son passage de petits animaux, comme les insectes, des plumes et des végétaux, qui avec le temps polymérisent pour passer de la résine à une ambre. Alors qu'est-ce que la polymérisation? C'est un durcissement des molécules volatiles passant d'un état mou, dit monomère, à un état solide, dit polymère, comme le plastique, les protéines musculaires ou le caoutchouc. On en trouve beaucoup dans les sites très géolocalisés qui indiquent la localisation d'anciennes grandes forêts d'arbres résineux. L'un des exemples les plus spectaculaires de préservation fossile est celui du bois silicifié. Il s'agit d'un bois fossilisé dont les tissus organiques ont été remplacés cellule par des minéraux principalement de la silice, souvent en forme de quartz microcristallin d'une dureté notée 7 sur 10 sur l'échelle de Mohs. Croyez-moi, c'est solide, j'en ai fait les tests. Ce processus de silification se produit généralement lorsque l'eau riche en silice s'infiltre dans des débris végétaux. Progressivement, l'eau dépose à l'intérieur du bois, remplaçant la matière organique tout en conservant l'anatomie d'origine et parfois les motifs, comme ici. Vous pouvez voir que ce que je vous présente aujourd'hui ressemble beaucoup à du silex. Eh bien, sachez que le silex est également de la silice, et c'est une roche sédimentaire qui suit presque les mêmes procédés que le bois silicifié, pour les couleurs et son aspect. Les couleurs variées du bois, noir, blanc, rouge, jaune ou même bleu, est due à la présence d'impuretés minérales. Ces couleurs révèlent la composition minérale de l'eau et de son environnement il y a des millions d'années. La couleur noire, par exemple, ça peut être du carbone ou de la manganèse. La couleur marron, beige, voire presque blanche, va représenter de la géotite ou de la limonite. Les petites taches rouges, c'est de l'oxyde de fer. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère anthropocène, où l'humanité façonne l'environnement à une échelle géologique. Et avec nous arrivent les technofossiles. Ce sont des objets créés par l'homme qui pourraient un jour se fossiliser. Prenons une bouteille en plastique par exemple. Oui, ça peut se fossiliser.
Elle met une centaine, voire des milliers d'années pour se dégrader, mais ensevelie dans de bonnes conditions, elle pourrait être retrouvée des millions d'années plus tard, comme une trace archéologique d'une civilisation passée. Les technofossiles incluent aussi le béton, les circuits électroniques et les alliages industriels. Bref, ils ne ressemblent à rien de naturel et pourraient former une signature géologique unique de notre époque. Mais soyons clairs, ce n'est pas une raison pour polluer. Si vous avez un message pour les futurs paléontologues, utilisez de la roche, ça dure dans le temps, soit l'espace commentaire de cette vidéo. Fossiliser, c'est inscrire quelque chose dans le temps. Les fossiles du passé racontent la vie d'êtres disparus, mais ceux à venir raconteront peut-être la nôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, soutenez la chaîne en vous abonnant. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je serai peut-être amené à piocher vos idées. Prenez soin de vous et restez curieux. Au revoir. Tu peux partir s'il te plaît. Ah. Allez, j'ai compris, reste là.